aujourd'hui, donc le Militech sur un peu plein de choses, des annotations, de configuration, l'observation par AC, un Mongo. En fait, tout ça, c'est juste des contextes après, mais c'est pour faire un orchestrateur Saga. Alors, le contexte. Alors, aujourd'hui, c'est une application qui a été faite sur Tetra. Tetra, c'est du microservice. À l'époque, quand on faisait des gros traitements qui impactaient plusieurs tables, etc., on avait une transaction sur une base de données. C'est pratique. Il y a un des éléments de notre société qui montait. On va en rollbacker la transaction et c'était pas trop mal. Pas trop mal. Aujourd'hui, pour du microservice, on va dire les bonnes pratiques actuelles, c'est de faire une base de données par microservice. Ou au moins, c'est un modèle de données par microservice. Et du coup, la transaction sur plusieurs bases de données, c'est compliqué. Parce que tout le monde entend bien à distance. Apparemment, ça avait des problèmes. Limite, j'enlève mon masque. Mais, je vais rapprocher ça là. Est-ce que c'est mieux ici? Un peu mieux? Ok. Ouais, je suis ok. On va essayer de. Je vais essayer de m'approcher. Je vais mettre assis. Donc sur le microservice, le problème, c'est que la transaction SQL, c'est un peu compliqué de la répartir sur plusieurs microservices, et puis il n'y a pas forcément que de l'écriture sur de la base de données. Donc intégrer tout ça dans on va dire, un processus transactionnel pour avoir une cohérence sur tous nos microservices, eh bien, c'est pas facile. Donc il y a des choses qui ont été essayées, il y en a qui ont eu des problèmes, notamment avec des choses comme le two-phase commit, donc préparer de la donnée, puis après mettre dessus des états, enfin des commits en deux temps, quoi. Ça marche pas très bien, c'est pas très conseillé. Donc aujourd'hui, ce qui se fait souvent, enfin, on va dire le standard dans les architectures microservices, c'est un pattern d'architecture microservice qui s'appelle Saga. Donc, je vais expliquer ce que c'est que la Saga. Donc, voilà un exemple d'un microservice, enfin en tout cas de microservice pour exister, un truc simple, un utilisateur qui fait des commandes, qui crée des orders, qui va donc updater le stock une fois qu'il a fait cette commande, et à la fin, on fait un envoi. Donc, un truc classique d'un site de marchand quelconque. Donc, on voit que là, il y a 3 microservices qui sont en jeu. Et l'idée, en fait, c'est de faire une transaction sur ces 3 microservices. On comprend bien que si on ne peut pas mettre à jour le stock, on comprend bien que la commande doit être annulée. Il faut vraiment qu'il y ait une transaction, que l'ensemble soit cohérent. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est un ensemble de mesures compensatoires. On appelle ça comme ça. C'est un peu tronqué, non, ça va. Donc on va voir ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Donc là, si on prend le 1, on met à jour notre base de commandes, une nouvelle commande. On passe au microservice suivant. On met à jour dans notre stock, etc., jusqu'à la fin. Si tout se passe mal, enfin, si tout se passe bien, c'est nickel. Si ça se passe mal, on a à chaque fois en orange des. D'ailleurs, c'est le slide d'après. On va avoir en rouge, pardon, ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Donc, c'est assez logique. C'est que si. Donc, c'est à définir en amont, hein, il n'y a rien de magique. Si l'étape 3 ne marche pas, on va appeler l'étape 4. L'étape 4, c'est quoi en général? Si la création de mon order a marché, je vais supprimer mon order. L'étape, le rollback, la mesure compensatoire de ma création d'ordre, ça sera la suppression de cet ordre. Si c'est des mises à jour, c'est la mise à jour d'un état, l'état d'avant. On met à jour d'un état N, on va revenir à l'état précédent. Et donc, on va devoir, comme ça, définir des mesures compensatoires ou non pour chaque étape. Si le rollback ne marche pas, c'est encore autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, après, c'est suivant ce qu'il faut faire. Il faut savoir que ce genre de framework, dans tous les cas, c'est des choses éventuellement consistantes. On ne peut pas assurer non plus la consistance absolue. Ce n'est pas du acide à fond, ce n'est pas une base de données transactionnelle. C'est un pattern qui répond à la majorité des cas, mais qui est éventuellement consistant. Donc là, ce que je vous montre, c'est une chorégraphie. Il y a 2 façons de faire des sagas. Il y a la chorégraphie et l'orchestration. Donc la chorégraphie, ça va être que chaque microservice va connaître ce qu'il doit appeler ensuite, et que celui d'après va savoir la mesure compensatoire d'avant.
Donc là, dans notre cas, le stock service va savoir que si la mesure du stock échoue, il doit appeler, via un appel HTTP ou un push, n'importe quoi, l'order service pour réagir. OK? Donc ça, c'est une saga. S'il y a des questions déjà sur ça, c'est une saga. Vous voyez un peu l'idée? Donc là, si on n'a pas envie de faire des adhérences dans tous nos microservices, on peut faire un orchestrateur. Donc l'orchestrateur, l'idée, c'est qu'il garde l'état de cette saga et il va savoir ce qu'il faut faire, comment dispatcher les infos. Donc dans notre cas, c'est le même cas qu'avant. On a l'orchestrateur, donc on va créer une saga de création de commandes, on va dire, sur l'orchestrateur. Et l'orchestrateur va dire, voilà, en 2, je crée mon ordre. En 3, je crée les stocks, etc., etc. Et s'il y a des problèmes, c'est lui qui va savoir quoi appeler. C'est l'orchestrateur qui va avoir dans sa configuration, dans son système, tout ce qu'il faut faire pour qu'une commande se passe bien. Okay, c'est lui qui a l'état de tout ça. C'est pas stateless, du coup, un orchestrateur. Non. OK. En 2 mots, ce que c'est qu'une saga. Donc aujourd'hui, Cetra nous a proposé donc le contexte, c'est que dans un module qui s'appelle frais de gestion, il y a pas mal de microservices en jeu. Et donc l'idée, c'est ils se sont dit, on va faire une saga. Donc ils nous ont dit, c'est super, on a un super outil. Vous allez voir, on a fait un POC, c'est vachement bien, ça s'appelle Zibi. Ça a été renommé en Camunda, mais c'était avant déjà Camunda, mais en gros, c'est devenu la même chose. Et Cetra a dit, c'est cool, on en a déployé un sur une plateforme de test, parce que Camunda, en gros, l'orchestrateur, c'est le produit, en fait. Donc, après, les applis se pluguent dessus. Et donc, ça marchera nickel. Vous allez voir, il y a juste à faire des BPMN, qui sont des modélisateurs de workflow que les gens d'Ariane Next connaissent. L'outil Zibi, Camunda mange ça, et après, ça marche tout seul. Donc, le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça, c'est que c'était pas prêt, que l'orchestrateur n'était pas prêt, et que le problème de ce genre d'outil, c'est qu'il faut modéliser les workflows avec l'outil du produit et faire que exactement ça colle avec les microservices derrière, et que le PO soit intégré à tout ça, et évidemment, c'était pas prêt. Et donc, pas de souci, on va en faire un à la maison, avec nos petites mains, sans framework, sans rien. Et donc, l'orchestrateur Saga Maison, il va se reposer sur des technos qu'on connaît, enfin la majorité. Donc, c'est du Java, du Spring. Et donc, le moteur qui va savoir enchaîner et rollbacker, revenir, tout ça, c'est nos petites mains. Donc, c'est un algo développé à la main. Tout ce qui est enregistrement des états, pour avoir, forcément, il faut qu'à chaque étape, j'ai mon état, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, où j'en suis, etc. Il faut que j'ai tout ça. Et donc, ça, on fait ça avec des aspects. Parce que c'est de la programmation par aspect. L'état, pour être simple, on aurait pu faire un PostgreSQL et du John B, mais bon, pour être simple, on prend l'objet, on le met en base et on le récupérera s'il faut. On le désérialise comme on veut, donc on fait ça à la Mongo. Et puis, vu qu'on ne veut pas faire de XML, cadeau pour Seb, vu qu'on ne veut pas faire de XML, on se dit, on va essayer de faire ça comme si on était Spring, on va faire ça en annotation. Donc, on met des annotations sur des classes et a priori, je peux lancer des sagas. La configuration se fait toute seule, l'enchaînement de mes workflows se fait tout seul, et puis voilà. Alors, la programmation par aspect. Est-ce que des gens savent ce que c'est la programmation par aspect? Les gens lèvent la main ici, mais OK. Donc, la programmation par aspect, c'est du code qui permet de gérer des fonctionnalités transverses. C'est vraiment le but, c'est de faire des... Le truc, c'est vraiment que c'est pour découpler le fait de certaines fonctionnalités transverses. Donc, par exemple, de la journalisation. Si je dois journaliser plein d'appels, j'ai, je ne sais pas, 200 repositories, je ne vais pas mettre du code partout pour dire début de la historisation, de la journalisation, fin, et je mets à jour mon état, etc., etc. En fait, les aspects nous servent à justement centraliser ce genre de code. Ça peut être aussi fait, par exemple, pour mesurer des méthodes, des temps d'exécution de méthodes. Là, cette méthode-là dure tant de millisecondes. Au lieu de l'écrire avec système.current millis au début de la méthode et l'écrire à la fin, on peut le faire de façon centralisée avec les aspects. C'est magique. C'est vraiment du rêve sur le petit. Donc en anglais, ça se dit Aspect Oriented Programming, et donc c'est AOP. Vous allez voir un petit peu après pourquoi je mets ça ici.
Donc, les concepts des aspects. Donc, il y a plein de mots un peu rigolos, notamment le tissage d'aspects. J'ai l'impression d'être Spider-Man quand on fait ça. Incroyable. Donc, un aspect, c'est quoi globalement? En fait, c'est un code qui va s'exécuter de façon transverse. Dans les concepts, il y a aussi le concept de point de jointure, point de j'ai mis un mot ici, non, de point de coupe, c'est par là, qui sont en fait, en gros, une expression régulière qui va dire où est-ce que l'aspect va se faire. Okay. À chaque point de coupe, il va avoir un point de jointure ou un join point, qui sont en gros quel est le enfin, quel est le point où vraiment on va exécuter le. En fait, le point de coupe, ça découpe, et le point de jointure, c'est exactement quand est-ce que je vais le faire. C'est avant, après, pendant et tout. Alors après, vous verrez que maintenant, il y a des façons où c'est complètement joint. Les deux concepts sont joints maintenant. On peut même les découper. Le device, bah, c'est le petit bout de code qui va se passer pendant que je vais faire ça. Ou le greffon en français. Et tout ça, ça s'appelle du tissage. Donc le tissage d'aspect, alors vous le verrez parce que c'est écrit un peu partout dans les frameworks, tout ça. C'est justement le fait de lier en fait votre aspect au code. On dit on tisse des aspects sur le code. Donc globalement, à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à ça. On va avoir le programme qui est là, et on va avoir donc des point cuts et des join points qui se basent au-dessus du code via ces aspects. Et après, bah, on fait du code classique. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs sur ça? Vous montrer comment ça se fait rapidement. C'est cas d'utilisation classique que tu as mis, ça pourrait être le log, par exemple, le logging ou des logging. Oui, j'ai mis temps d'exécution, mais on peut loguer, par exemple, tous les paramètres d'entrée de la méthode. Je vais en parler vite fait quand on va regarder le code, mais on a accès à tout ça. On a accès aux paramètres d'entrée de la méthode, aux objets de retour, à ce qu'on veut. Donc oui, ça peut le genre de méthode. Alors, la programmation par aspect en Java, ça se fait avec une extension qui s'appelle AspectJ, qui est maintenant dans la fondation Eclipse. Spider-Man, c'est pour le tissage. Ça marche de plusieurs façons différentes. Ça marche ce qu'on appelle du compile time weaving. C'est-à-dire qu'en gros, alors c'est via notation XML, aujourd'hui on va faire la notation, mais on va donc utiliser les sources du projet, donc à la compilation, pour générer des classes avec plus de choses, donc qui va produire du code tissé en fait. Alors, il y a aussi des choses un peu. Alors, il y a aussi du post-compile weaving qui va utiliser les classes pour les librairies tierces, etc. Je n'en parle pas trop. Et on peut même faire ça, donc le load time weaving, là, c'est avec directement des Java agents qui sont directement positionnés pour faire ça au chargement des objets dans la JVM. Je lui ai mis un petit lien. Bon, de toute façon, il y a pas mal de liens en référence dans les slides. Tout ça, ça se configure via des plugins Maven. Et en fait, le truc, c'est que ça, on l'utilise moins aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est juste après. Et je vais vous montrer pourquoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a Spring qui va faire quelque chose. Donc là, AspectJ, AspectJ, faut juste savoir que ça se fait comme ça, mais je vais vous montrer après la différence avec Spring. Comment ça se passe globalement? C'est par annotation, comme je vous ai dit. Je ne vais pas vous montrer l'XML. On a des aspects. Donc, on définit les classes @aspect. On va avoir deux points de coupe. Donc, par exemple, ce cas-là, c'est les annotations secured. Donc, tout ce qui est annoté secured. L'annotation secured, elle est ici. Et on définit un around pour dire, donc le callout, c'est la méthode qui est là, qui va donc ça, c'est le join point, qui va dire, autour de cette méthode-là, je fais un petit bout de code. Donc là, vous allez voir que vous allez avoir un objet dans signature de méthode, vous allez avoir l'objet proceeding join point, qui est en fait, on va dire, le contexte d'exécution de l'aspect. Donc là-dedans, vous allez avoir la méthode, vous allez tout avoir sur la méthode. Et l'exécution de cette méthode, ça se fait via le proceed. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça regarde l'état de la notation. Si c'est locked, et la méthode, en fait, elle va retourner nulle. Sinon, ça exécute la méthode. Et ça retourne le retour. Donc l'aspect, voilà, il se positionne au-dessus des méthodes pour, en fait, faire ce genre de comportement. Donc voilà comment ça va se faire en aspect. Donc comme je disais, ça, c'est du pur AspectJ. Et pour que ça marche, faut qu'il y ait les bons plugins Maven qu'il faut. Est-ce qu'il y a des questions rapidement sur ça?
sachant que je ne vois pas le chat, hein, pour info. Oui. Ouais. Ouais. En fait, tu peux accéder justement. En fait, le truc, c'est que le PJP.proceed va exécuter la méthode. Donc, typiquement, si je veux faire du calcul de temps, bah, juste avant, je mets un système.currentMillis. Je fais un PJP.proceed sans le retourner tout de suite. Je stocke le truc. Après, je stoppe mon chrono et je regarde le temps que ça s'est passé. Là, je peux loguer le temps d'exécution de la méthode. Je fais return l'objet que j'ai exécuté, enfin que j'ai retourné, qui était en résultat du proceed. Je ne refais pas le proceed, sinon ça fait 2 fois la méthode. Et là, j'ai mon temps d'exécution. Alors, je vous montrerai après, de toute façon, dans le code. Du coup, comme je disais, aujourd'hui, je vais vous montrer ça et on va utiliser Spring AOP. Pourquoi on utilise Spring AOP? Parce que on aime bien Spring. Ce qui est pratique, c'est que c'est intégré, il y a le petit starter qui va bien, ça marche avec l'injection de dépendance. Ça utilise les annotations AspectJ. Donc, celles que je vous ai montrées, c'est les mêmes en Spring, en fait. Hein. Spring importe ce package-là. Et ça utilise les proxys Spring. Donc, en fait, c'est rapide. Alors, j'ai mis des petits liens dans les slides. En fait, déjà, il faut savoir que le tissage à la compile est beaucoup plus rapide que le tissage au runtime. Et aujourd'hui, Spring, en plus de ça, utilise les proxys, ces proxys, et en fait, il y a beaucoup moins d'échanges, etc. Donc, ça ne va pas ralentir le startup et ça va juste beaucoup mieux être intégré en fait aux applications que si on fait de l'AspectJ. Le problème, comme je l'ai mis ici, c'est que on peut faire des aspects que ce qui est géré par Spring. C'est-à-dire que les méthodes publiques des bins gérées par Spring. On ne peut pas faire ça sur des méthodes privées, sur des constructeurs, sur plein de trucs comme ça. Ça, par contre, on peut le faire avec AspectJ et les plugins, la compilation et tout. Voilà. Voilà. Comment ça marche? Donc là, oui, alors, notamment pour utiliser. Genre de point cut, quand je disais que c'était une regex, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, il y a des exemples. Alors, il y en a plein dans la DocSpring, mais c'est un peu comme avec les regex, il faut chercher ce qu'on veut faire en général. Donc, typiquement, là, sur les point cut, on va dire que c'est sur l'exécution de n'importe quelle méthode, c'est-à-dire selon la visibilité, en fait, privé, public, tout ça. Bon, Spring, ça marchera que sur les méthodes publiques. Des méthodes de la classe employé manager. Voilà. On peut faire tout ce qui est dans le même package, toutes les méthodes publiques seulement. On peut faire. Alors, après, il y a d'autres choses en Spring AOP avec Within. Mais globalement, on peut un peu tout faire et on peut les combiner. Donc, là, il y a un exemple. Là, on a toutes les méthodes publiques de l'application. Ensuite, il y a toutes les méthodes du package là, trading. Et après, on peut combiner les point cuts pour faire un peu ce qu'on veut. Donc après, les advice, donc c'est tous les before, after, etc. Oui. Je suis pas sûr, je pense pas. Pareil, si ça ne trouve rien, tu le sauras pas. Ça, je pense pas que ça pète. Non, il n'y a pas de raison que ça pète. En fait, tu peux faire plusieurs aspects sur le même truc. Donc, Mathieu, je vais dire la même chose. Si tu peux répéter les questions que vous avez en salle, Ouais. avec un immense plaisir. Ouais. Jean-François demandait s'il y en avait plusieurs point cuts sur la même, enfin, qui pointaient sur le même. Est-ce que ça posait problème? Je ne pense pas. Mais... Et du coup, tu connais l'ordre ou pas? Où ça se passe? Parce que imagine, tu en as un pour calculer le temps d'exécution et un autre qui fait autre chose. Je sais. Alors, l'ordre, là, non, j'ai pas la réponse, non. Ok. Non. Par défaut, je dirais que c'est l'ordre de. Enfin, je sais pas. Je sais pas. J'ai plus envie de dire que c'est le genre de choses qu'il faut surtout pas faire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça l'idée, ouais. 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 Du coup, donc voilà, genre de choses. Par exemple, voilà, donc loggable method, c'est donc ça va s'exécuter. On a juste un join point, là, il n'y a pas de proceed, on n'exécute pas la méthode. Hein. On peut juste loguer, voilà, quelle est la méthode exécutée. Donc là, si on le fait sur là, tout ce qui est annoté par l'annotation loggable va avoir son nom de méthode logué. Voilà l'exemple simple, ce qu'on peut faire avec des aspects. OK.
Je peux avancer là? Non, pas avancer. Et donc, roulement de tambour, merci Irina pour le GIF. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs sur les aspects? Ça va, il faut essayer, hein, comme d'habitude. Et donc, ce que ça a fait sur Orchestrator Saga, ça donne ça. Donc, globalement, le fameux moteur, ça va être une classe Java, Saga Service, qui va avoir une configuration. La configuration, c'est du code qui va être automatiquement chargé avec ce qu'on a annoté dans notre code. Vous allez voir après comment c'est fait. Et quand on va lancer une saga, on va regarder la configuration. Ça va appeler les bonnes méthodes annotées dans le bon ordre. Pour chaque méthode annotée, donc vous allez voir, c'est saga opération pour les méthodes et saga service pour tout ce qui est classe en fait gérée qui sont considérés comme des services ayant des saga opérations en gros. On va avoir un aspect. Donc l'aspect, il va faire quoi? Eh ben, il va prendre le contexte d'appel, donc les paramètres d'entrée, l'état de l'objet, il va le mettre dans un Mongo. Après, on va avoir le proceed du join point. S'il y a une exception, pareil, on va logger une erreur, etc. Et on va mettre l'état de retour aussi dans le Mongo. Je vais vous montrer comment c'est fait après dans le code. Et donc, on déroule ça. Et s'il y a une erreur, on vient en arrière. OK? Et donc, ça ressemble à ça. Question sur ça? C'est quoi? Je vais montrer du code. C'est bon? Alors, allons-y. On va se mettre en... Vous me dites si vous voyez bien aussi à distance. Je vais mettre en présentateur mode. J'arrive. Je trouve que c'est... Paf. OK. Je change le thème. Ah oui, c'est vrai. Tac, tac. La lumière fut. Incroyable. Je crois que c'est Alt 1. Incroyable, Alt 1. OK, donc, je vais passer le fait qu'il y ait un contrôleur REST qui appelle. Juste un petit truc pour que les aspects margent comme d'hab sur Spring, ce genre de choses. Il faut mettre la notation enable aspect view autoproxy, sinon les aspects, vous pouvez toujours les faire, ils ne sont pas gérés. Donc, on va commencer par le service. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions si vous en avez. Donc, le service, donc là, c'est le moteur du truc. Globalement, on va avoir un contexte d'exécution pour avoir quelques trucs là-dedans, mais il n'y a pas grand-chose. On va avoir l'ID du contexte qui est lié à la request. C'est un request. C'est un bin Spring scopé request, c'est-à-dire qu'il va vivre que le temps de la requête. On va avoir une saga configuration. Je vais peut-être montrer les annotations d'abord, ça va être encore plus simple. Alors, saga service. Donc, saga service, ça ne s'affiche pas. Ah oui, c'est parce que c'est déjà ça. Ah oui, parce que j'en ai deux. J'arrive. Hop là. Donc, saga service, c'est un alias de la notation Spring. Pourquoi je fais ça? Parce que vous allez voir qu'en fait, on va donc annoter nos services, saga service, nos opérations. Je vais vous montrer un exemple. Et nos opérations, saga opération. Et après, quand on a tout ça, on va avoir une chaîne de caractères avec le nom de la méthode. Et donc, si on veut rester dans un contexte Spring, il va falloir que nos bins soient gérés par Spring et on va les chercher à la main dans le contexte Spring. D'où, en fait, le fait que ces classes vont être annotées, vont être aussi des composants Spring, en fait. Les deux doivent être le cas et on doit savoir aussi que c'est quand même des saga services. Je cherche les connecteurs. Tac, tac. Voilà, donc là, j'ai un exemple de saga, de classe gérée par saga. Donc, les frais, c'est une des notions dans le truc. Et donc, voilà, ça, c'est une classe qui gère des sagas et qui a donc des étapes de saga. Donc, les étapes de saga, c'est ça. Donc là, par exemple, alors je vais prendre l'étape 1. Pour la mise à jour d'un frais, en 1, on fait quoi? On récupère le frais. Donc là, c'est le nom de la saga et on a son étape. D'ailleurs, on va faire une plus simple, on va faire la création de frais plutôt. Tac. Donc en 1, on va voir la création de frais. La création de frais, ça prend un objet frais
et ça va l'envoyer à une API. Donc, cette API-là, c'est du RabbitMQ, je vous le dis, en synchrone, on va attendre la réponse. C'est une contrainte du truc. L'étape 1, évidemment, si elle est pète, en fait, elle n'a pas de rollback. Parce que si elle est pète, c'est que ça s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Donc, il n'y a pas de mesure compensatoire. D'ailleurs, ici, ça rien. L'étape 2, ça va créer sur notre API à nous. D'accord. Donc, en gros, juste pour expliquer le contexte, il y a la première étape, c'est le legacy en fait, qu'on synchronise. Et la deuxième étape, c'est vraiment notre API. Et notre API, on insère chez nous que si la première étape a marché. Donc là, on voit que pour cette saga création de frais, en deuxième, on a cette méthode-là qui est appelée. Donc, important, enfin, ça, c'est une contrainte où le truc permet ça, c'est que ça doit toujours être le même contexte pour qu'il soit rechargé quand même par le Mongo. Il faut tout le temps que ça soit le même objet de base. Donc, on continue. Pour l'étape 2, hop, qu'est-ce qui se passe en cas de rollback? Donc là, j'ai une notation, je lui dis, bah, ça, c'est à utiliser qu'en cas de rollback. On voit qu'il y a tout ça comme possibilité dans la notation. En étape 2, si mon étape 2 pète, j'appelle un delay. Donc là, première étape, je crée sur le vieux machin. Deuxième étape, et je n'ai pas forcément de rollback. La deuxième étape, je crée sur mon API. Ah, bah, tu peux les faire de pizza. Et donc, en rollback de la création, je dois supprimer mon frais. OK, etc., etc. Maintenant, oui, c'est ça, non, mais je montrais quel est par étape. Le 2, c'est le 2, et voilà. Donc maintenant, donc en gros, si, justement, ouais, je fais ça, je vais avoir la création de mon vieux système, dans le vieux système. Si réussi, je passe à la création sur mon API. Et si là, ça pète, j'appelle le rollback de la première étape, qui est la suppression dans le vieux système. Okay, et donc ça, tout ça, c'est ces annotations qui permettent de définir ça. Okay, donc la suppression, ça c'est la suppression dans le vieux système. Je dis, bah, ça se fait à l'étape 1 et ça va le faire que en rollback. Pourquoi il y a ce genre d'annotation? C'est pour qu'après, justement, l'autoconfiguration va savoir quelle est la méthode à utiliser, etc., etc. Dans le cas d'une mise à jour, tac, tac, tac. Donc l'étape 1, bah, c'est de récupérer le contexte initial. Je suis obligé. Puisqu'il faut bien, voilà, c'est une API REST, je put le nouveau contexte, donc enfin le nouvel état, donc je suis obligé d'avoir l'état initial. Donc comme ça, je vais vous montrer mon aspect, mais ça va permettre de loguer en fait et de sauvegarder cet état initial. Étape 2, ce qui n'est pas ça, c'est ça, mettre à jour dans le vieux système. Et vous allez voir que là, j'ai des trucs, c'est step type all. Ça veut dire que la méthode, la compensatoire de la mise à jour, là, c'est une mise à jour, forcément. Sauf que c'est une mise à jour qui va utiliser l'état initial, donc le get que j'ai fait au début. Okay, les annotations permettent ça. Et en 3, pareil, je mets à jour sur mon API, et pareil, si je dois rollbacker, bon, il n'y a pas d'étape 4, donc en fait, le rollback de cette étape-là ne sert à rien, mais devra utiliser l'état initial. OK. Donc, je peux montrer suppression, mais c'est pareil, sauf que la suppression, bah, c'est une création. C'est-à-dire, on fait un get. On peut la montrer rapidement. Tac, tac. Delete. Ouais. Donc, delete frais. Tac. Hop, en 1, ça va récupérer le contexte initial. En 2, vous dites si je vais trop vite. En 2, ça supprime le frais dans le vieux système. La méthode compensatoire du 2 elle doit être. Non, elle n'est pas là. Ah, c'est peut-être normal après. Peut-être qu'il n'y en a pas. C'est possible qu'il n'y en ait pas en plus. Bon. Du coup, il n'y en a pas. Ouais. Vous avez rien vu? On va dire qu'on va regarder un autre objet. Ah ouais, si, bah, là, il y a. Donc, par exemple, un autre objet qui a un poste de frais type, bah, voilà, on récupère le contexte. En 2, on le supprime. Le rollback du 2, c'est la création.
dans le système. Ouais, donc je pense qu'il manque un truc pour les frais. Ouais, non, mais c'est pas en prod. C'est pas en prod, tout ça, c'est bon. Et en 3, bah, c'est pareil. OK? Alors, derrière la magie pour la fameuse autoconfiguration que je vous vends depuis le début, bah, il n'y a pas beaucoup de magie. C'est fait en réflexe. Donc, en fait, on va regarder. Alors, je vais vous montrer ça. C'est dans configuration de mémoire. Saga autoconfiguration. Donc, il n'y a pas de magie. En fait, on va avoir un bin Spring qui va être chargé comme ça, qui va être chargé au démarrage de l'application et qui va aller regarder. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de Java Reflect, bah, en fait, ça permet de regarder le code directement, en fait. Donc, on va pouvoir accéder. En fait, on va, avec ce genre de code, aller choper. Alors, Saga méthode, voilà, scan Saga Service. Donc, on va aller choper toutes les classes Spring annotées par Saga Service. D'accord. Ensuite, pour chaque classe de Saga Service, on va aller regarder les annotations Saga opération de définition. Alors, ou Saga opération de définition au pluriel. Alors, ça, c'est pour permettre, alors je ne sais pas si vous savez, mais en Java, il y a quelques temps, je ne sais plus si c'était en Java, avant Java 8, on ne pouvait pas noter 2 fois une méthode avec la même annotation. Maintenant, on peut, mais en fait, derrière, on s'aperçoit que bon, il y a quand même une annotation qui a en gros un tableau d'annotation derrière, donc on doit quand même le gérer. Mais bon, mais on peut, voilà. Donc après, on regarde les opérations. Et là, après, bah, on tambouille ça, vous imaginez bien, on tambouille ça pour chaque étape en chopant donc, le nom de la méthode, son état, etc. Et on construit un bel objet à la fin. Okay. Donc ça, c'est derrière la magie. C'est bizarre. Derrière la magie, voilà, c'est ça. Tout simplement, c'est du code qui regarde les annotations et qui construit un objet à la fin. Donc, notre bel objet. Notre bel objet, bah, c'est ça. L'idée, c'est de construire ça. Donc, une liste de saga. Une saga, c'est un nom de saga. Une liste d'opérations. Et une opération, bah, on a la classe qui est attendue pour aller la choper après dans le contexte Spring. On a son ordre, sa méthode, quelle est la rollback méthode. Parce que voilà, l'intérêt de construire la configuration, c'est qu'on a à chaque étape, je fais une création, je fais une suppression, je fais une création. Enfin, ça, on a à chaque fois les étapes et les méthodes compensatoires. Et quel est le contexte que je dois utiliser. Et donc voilà, donc ça c'est pour l'autoconfiguration. Notre petit aspect, donc c'est celui-là. Donc on voit que globalement, l'aspect se produit sur tout ce qui est annoté Saga opération définition. Donc voilà, alors comment ça se fait? Ça se fait comme ça. La notation aspect J et la notation Spring. Le Saga Event Service, je ne vous le montre pas, mais en gros, c'est un service qui appelle du Spring Data Mongo, juste pour insérer, récupérer, etc. Donc on va. Donc ça, c'est. Oui, donc il y a. C'est ce que je vous ai dit, c'est pour gérer l'annotation multiple sur les méthodes ou l'annotation simple. On est obligé de faire 2 aspects. Puisqu'en fait, comme on disait, le fait qu'il y ait n fois l'annotation, en fait, ça revient pour Java qui est une annotation au pluriel, en gros. C'est-à-dire qui contient un tableau d'annotation. Ça, en fait, c'est masqué quand on dev, mais en fait, derrière, Java, il le gère comme ça. Donc, on n'a pas le choix. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ça. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que j'ai une opération qui va être loguée, je vais avoir ce petit log, le nom de l'étape qui va être logué. Je vais donc Saga Event, en gros, c'est logué en mode de event-based. Enfin, c'est pas de l'event sourcing, mais en gros, chaque étape est loguée. Il n'y a pas de cumul de modifications. C'est on log chaque étape, chaque ligne de l'appel. Donc, on crée un contexte. Vous voyez qu'on peut récupérer sur cet objet Proceeding Join Point, on peut récupérer la signature de la méthode et son nom. On peut choper les arguments. Moi, je prends que le premier argument. Donc, ça, c'est un postulat de l'appli. Hein, c'est qu'il n'y a qu'un argument et que c'est tout le temps le même. On fait ça pour après. Ensuite, je fais un try-catch. Là, il faut bien comprendre que quand on fait pjp.proceed, c'est comme si on exécutait la méthode. Donc, s'il y a une exception, on sort de l'aspect. Si on veut qu'il se passe des choses à la fin de l'exception, ou qu'on veut loguer des choses dans l'aspect à la fin, il faut try-catch et rethrow s'il faut, mais en tout cas, il faut faire ça.
Donc là, j'exécute ma méthode. Donc là, l'appel de l'étape, création de frais, machin, va se faire. Donc j'ai le retour. Je vais regarder si je suis en rollback ou pas pour remettre en fait l'état de ma saga, si c'est en rollback success ou en vraiment success, question de log, etc. Si j'ai un retour, je mets le retour dans mon contexte, ok, et je retourne ma méthode. C'est-à-dire je retourne le résultat de ma méthode pour que le code derrière continue de marcher. Dans le cas d'une exception, dans le cas où le pjp.proceed a explosé, a pété, j'arrive là, et dans ce cas-là, je peux dans mon contexte de saga, dans mon event de saga, dans mon opération, je vais dire, cette opération a pété, c'est en erreur, et je récupère le message de l'exception. Okay. Et je restreau quand même pour qu'il se passe quelque chose. Quoi. Et à la fin, dans tous les cas, je mets dans mon Mongo ce qui s'est passé. OK. Il y a des questions sur ça? C'est clair? OK. On est d'accord que ça marche que si tu renvoies à quelque chose. Que si je fais ça? Tu peux pas faire ça sur des méthodes void de ce que je vois. Pour peu que ça ait un intérêt, hein, évidemment. Ouais, pour peu que ça ait un intérêt. L'aspect, tu pourrais le faire. Après, mais je me demandais si le proceed renvoie à quoi, en fait. Mais bon, bref, c'était... Ah oui, dans le cas de void, il renvoie peut-être un void, ouais. J'avoue que je sais pas, ouais. Après, ça n'a pas d'intérêt de le faire. Hein, comme ça. Oui, non, mais il y a peut-être l'objet void Java. Oui. Bon, ça pourrait avoir un intérêt, mais oui. Ouais. Mais je pense que ça marche avec les méthodes void, en vrai. Je pense qu'il retourne un objet nul et void, de type void, ou je sais pas. Bon, bref. Ça va tester en tout cas. Donc là, on a une configuration. On a un aspect qui va loguer dans le Mongo tout le temps ce qu'il faut. Maintenant, je vais montrer le moteur de la saga, qui est en gros le dernier truc. Le moteur de la saga qui est Saga Service. Je suis tellement vieux. Alors, Saga Service. Alors, le Saga Service. Donc, je vais passer toutes les choses. Vous me dites, hein, je vais passer des lignes pour pas parce qu'il y a des trucs un peu spécifiques. Mais en gros, on a notre configuration. Donc là, c'est notre contexte de configuration chargé avec toutes les annotations. On va chercher donc la saga qui correspond à l'enum, enfin à notre saga qu'on veut lancer. Hein, c'est toutes les sagas que l'application gère. On va la chercher dans la configuration et on va l'exécuter. C'est un bourreau. Donc on démarre la saga. On a donc le contexte qui va avoir comme ça un ID unique par request. On va boucler sur toutes les opérations. Et pour chaque opération, on va lancer la méthode. Donc l'argument, c'est par exemple, si je fais une création de poste de frais, c'est le payload du poste de frais. Hein, c'est l'argument, c'est les paramètres de la méthode initiale. Enfin, du contexte, en tout cas, de la saga. J'exécute la méthode. Donc là, comment on fait? On va chercher dans. Alors ça, c'est la façon, on dit programmatique, je crois, pour aller chercher dans le. Donc c'est un bin Spring pour aller chercher dans le contexte Spring mes objets, enfin mes bin Spring. Et donc c'est ce que j'utilise pour aller chercher une classe qui est gérée par Spring. Donc, quand je dis une classe, c'est la saga opération, je vous rappelle, va avoir sur quelle classe on a annoté l'opération. Okay, c'est ce qui est l'autoconfiguration, dit ça, met ça dans le bon truc et tout. Donc là, comme ça, j'ai ma classe. Donc, par exemple, pour la création de poste de frais, je vais avoir la classe frais connecteur. Et on va choper le bin frais connecteur dans le contexte Spring. OK. Et ensuite, on fait ce genre de code barbare, qui est donc de la reflection. Donc, on appelle sur notre objet Spring la méthode définie dans notre donc une chaîne de caractères, hein, la méthode qui est définie par notre notation, enfin qui a été trouvée par notre configuration, et on lui passe l'argument, qui est le payload de l'objet frais, par exemple, pour une création de frais. OK? Je vais passer pour les exceptions après. Et donc, comme ça, on est content. Ouais, vas-y. Ouais. Du coup, le code de l'aspect, tu l'as
Alors, Alex demande pourquoi le code de l'aspect, je ne l'ai pas mis à cet endroit-là, justement pour complètement découpler moteur et voilà, et log dans le Mongo, quoi. Vraiment pour que ce soit complètement séparé, quoi. Mais oui, on pourrait faire avant après ici. Après, ça complexifie un peu quand même le truc. Donc voilà, donc là, bah, de toute façon, oui, enfin, fondamentalement, ça reviendrait même, oui, bien sûr. Donc, on boucle. Et si tout se passe bien, on va regarder, puisque là, forcément, là, c'est complètement découplé, justement. Donc, pour avoir l'état final de ma saga, je le sais qu'en regardant ce qui se passe dans le Mongo. Donc, je vais regarder le dernier event dans le Mongo. C'est pour ça que c'est un peu de l'event sourcing. C'est pour avoir l'état de ma saga. Il faut que je cumule tous les états de mes lignes pour être dans ma saga, quoi. Donc, je vais regarder. Je vais prendre le dernier événement. Et ensuite, eh ben, je vais retourner OK, KO, suivant l'état de ma saga. Ici. OK. Donc maintenant, ça, c'est dans le cas où tout marche bien. Dans le cas où il y a des choses qui ne se passent pas bien, je lance une exception. Donc là, je ramasse tout. Je ramasse tout ce qui se passe. Et je fais une saga exception en disant à quel indice, quel niveau dans la saga ça a pété. Imaginons ça pète à l'étape 2. Tac. Je tombe dans ça. Et donc, je dis, erreur du ring saga, machin, blabla. Et je vais gérer le rollback en passant le fail index pour dire où ça a pété. Donc là, on met dans le contexte, contexte rollback. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la configuration. C'est-à-dire, si on fait, donc là, il y a un petit truc rigolo, mais c'est qu'on va prendre notre configuration, on va prendre toutes nos étapes, on va supprimer l'étape courante, puisqu'on la rollbackera pas, elle a pété, et on va inverser pour ensuite parcourir cette liste-là comme si de rien n'était. Donc on est content, on rollback, on inverse notre liste, et après, donc alors ça c'est juste pour dire quand il n'y a rien à rollbacker, quand c'est à la fin, et après, sinon on repart à l'envers. On run les rollback méthodes à l'envers, et là c'est pareil, c'est presque pareil. Le code tout de suite il est plus joli. C'est presque pareil puisqu'il faut aller récupérer dans le Mongo les états d'avant pour les repasser à la méthode, donc c'est ce qui est fait ici. Donc des fois il y a des méthodes qui n'ont pas de rollback, ça peut arriver. Mais en tout cas, on va chercher dans notre Mongo l'état qu'il y avait à l'époque. Par exemple, voilà. Donc, que ça soit donc dans le cas d'une mise à jour, comme je vous ai dit, c'est l'état qui était juste avant, mais dans le cas d'une suppression, il faut prendre l'étape tout au début, histoire d'avoir de recréer l'objet initial. Donc ça, c'est géré ici. Et on va donc invoquer notre méthode, donc la rollback méthode de l'étape courante, pour ensuite finir notre saga en faisant à l'envers. Okay. Et après, on est content, une fois que ça s'est bien passé. Alors qu'en effet, là, si ça pète, c'est le problème de ce genre de truc, ce genre de saga. Si ça pète là, c'est au cas par cas, parce qu'en général, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a du rattrapage à faire? Comment on peut exploiter ce genre de problème? Parce que là, vous imaginez que ce genre de système, il faut que ça soit bien monitoré pour bien, quand il y a des problèmes en prod, ce genre de choses. Voilà. Alors, Corentin, t'as dit quoi? Que j'ai mis plein de trucs en place pour faire ça? Ouais. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a un Mongo qui a absolument tout le contexte d'exécution. Après, aujourd'hui, le Mongo, ça c'est pour la suite, mais aujourd'hui, ça a été fait maison, ça a été fait rapidement, en quelques jours, et du coup, en fait, le client, il n'a pas prévu forcément de bien exploiter ça, et si tu veux, le Mongo n'est pas utilisé pour l'exploit, c'est nous qui l'utilisons pour voir un peu ce qui s'est passé, mais en gros, c'est l'équivalent des logs. Les logs, ça fait un peu, au final, ça fait un peu ça. Et donc, de la reprise là-dessus, c'est pas du tout envisagé encore. En tout cas, voilà. Comment ça marche, globalement, parce que j'ai pas d'autres choses forcément à dire.
Ouais. Alors, Jean-François dit que ça marche bien parce que c'est le même objet dans toutes les méthodes, ce qui est vrai. Après, aujourd'hui, il est typé frais. En vrai, il devrait être typé saga, etc. Et il pourrait contenir plusieurs objets et après, on pourrait piocher dedans si on veut. Enfin, c'est comme ça que c'est fait sur plusieurs choses, sur plusieurs comptes que j'ai vus. C'était comme ça qu'ils faisaient. Voilà. Vous avez des questions? Ouais. Comment vous Hugo. avez fait pour choisir entre chorégraphie et orchestration? Quels étaient les avantages et les points pour choisir l'un ou l'autre? Ouais. Alors aujourd'hui, comme je disais, alors Hugo il demandait pourquoi on a choisi entre chorégraphie et orchestration. Aujourd'hui, c'est un choix qui a été dans tous les cas poussé par Cetra. Bon, après, je trouve que c'est un choix pertinent. Et aujourd'hui, il voulait faire un orchestrateur Saga via l'outil Zibi, donc, qui lui faisait justement ça. Mais dans tous les cas, ça permet quand même d'avoir moins d'adhérence. C'est plus lourd aussi parce que voilà, ça permet de faire une brique en plus, etc. Et puis aujourd'hui, par exemple, sur notre orchestrateur, à chaque fois, il faut recoder quand même le connecteur au machin, etc. etc. Mais ça permet quand même de découpler ça et de centraliser complètement le truc. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des cas, voilà, Jean-François disait ça, donc je répète. Il y a des cas où donc le vieux système ne sait pas faire le rollback, parce que le vieux système gère ça vraiment c'est du legacy avec une grosse base Oracle, tout ça, donc il ne sait pas de toute façon rollback. Donc on a des étapes de dry run, tout ça, et il n'y a pas de rollback en fait. Parce que si ça passe, on dit que ça passe. La chorégraphie, si c'est pas rollback, il a fait juste l'étape d'avant. Ouais. Par contre, tu vois, la chorégraphie, ça imposerait au système de connaître forcément et d'avoir donc les contraintes d'interface, les échanges, tout ça, à chaque fois dans chaque truc. Quoi. Donc, pourquoi pas? C'est plus simple, en fait, de faire comme ça. Mais voilà. Tu connais tous les cas métiers aussi. Ouais. Tu fais en chorégraphie, c'est-à-dire que c'est un coup de l'avoir. Tu as besoin de connaître tous tes cas. Par exemple, tu coupes un trait, si c'est lié à tel type de création ou tel type de création, le code de rollback n'est pas le même. Ça impose beaucoup de trucs, alors qu'au moins l'orchestrateur, tu comprends tout ton métier de gestion de ta saga au même endroit. Ouais. Et au cas par cas pour faire ça. Saga, tu fais ça. Et là, il faut voir, par exemple, on a la création de traits, uniquement, on a une création de traits, mais on a aussi une création de traits via le poste de traits, parce qu'il y a un objet qui en une liste de traits. Forcément, on n'est pas dans le même cas, on a deux créations de traits qui ne sont pas dans le même cas de saga. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu à distance, mais bon. Non. Non, ouais, j'imagine que non. Il faudrait s'approcher. Non, bah. Bon. En tout cas, alors juste pour dire 2-3 limitations quand même du truc. Les grosses limitations, c'est en effet que le rollback qui casse n'est pas géré. Aujourd'hui, ça retourne 1500 globalement, et en fait, on est dans un état qu'on a logué en base, mais bon, après, ce qu'on en fait, pas trop prévu. L'autre chose, c'est qu'on a eu un problème, c'était sur les listes. Je prends un exemple, on a un objet parent qui doit mettre à jour n enfants. Pour mettre à jour n enfants, on doit faire n appels API. Le problème, c'est que dans ces n enfants, je peux en ajouter, je peux en supprimer, je peux en modifier. Donc imaginez calculer le rollback de ce genre de choses. Déjà d'une, c'est dynamique. On ne peut pas le faire en annotation comme ça, voilà. Et donc ça, c'était une des limitations qui nous a bien cassé les pieds. Et d'ailleurs, on ne l'a pas adressé, on a mergé les API. C'est-à-dire qu'en fait, on délègue ça à Hibernate qui fait ça très bien, savoir faire des deltas sur des hits. Donc on ne l'a pas géré. Par contre, aujourd'hui, si on me demandait de le faire sur ça, je ne saurais toujours pas le faire. Je ne vois pas trop comment bien faire ça. Bien rollbacker des trucs et que ce soit dans un état cohérent. On va les garder pour la partie AOP. Et en fait, écrire. Je disais, est-ce que tu n'as pas intérêt à virer les annotations pour faire le moteur que tu as fait là avec du Spring et pour pouvoir récupérer en réflexion, etc. Et tout simplement coder en fait la saga avec le code et avec l'AOP. L'AOP te va permettre de gérer les rollbacks au fur et à mesure parce que tu vas stacker tous les appels que tu vas faire.
Et s'il y a une exception qui pète à un moment dans une méthode, comme tu as tout stacké dans la OP, tu pourras faire un rollback complet de tout. Et du coup, moi, je le gérerais comme ça. Du coup, tu aurais des méthodes, plutôt que de faire des annotations en mettant les nums et mettre de l'ordre, tu auras la méthode qui coderait l'opération en tant que telle, en utilisant la OP pour enregistrer à chaque fois ce que tu fais. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui pète, là, tu pourras calculer ton rollback complet, liste comprise, puisque du coup, tu seras dynamique avec ta boucle. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Oui, de toute façon, après, on peut faire des cas spécifiques pour ça, même tout simplement. Mais c'est vrai que aussi l'intérêt de la OP, c'est que là, il y a, je crois, une dizaine de sagas à vue de nez. Il y a beaucoup de services qui s'entrecoupent, puisqu'en fait, dans toutes ces sagas, il y a parent-enfant, 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 en fait. Et la plus haute des parents fait tous les enfants. Et aujourd'hui, en fait, rajouter des étapes, ça prend une notation. C'est ça aussi l'intérêt de la notation, c'est que là, le moteur, il n'a pas bougé depuis le début, en fait. Il n'évolue pas du tout. Et il y a juste de l'implam à faire et on ne modifie pas du tout le code du reste, quoi. C'est aussi Open Close Principle, tout ça, c'est vachement plus séparé et ça permet d'être beaucoup plus efficace à chaque fois dès qu'on ajoute des sagas et des étapes. Ouais, mais tu l'as rajouté dans une saga au complet. Ouais, mais il y a juste. Tu n'as pas le code, tu vois. Grosso modo, tu as remplacé les lignes que tu as faites par des méthodes codées. Oui, oui, là, tu regardes tes trucs unitaires, tu dois rajouter la notation, tu la rajoutes dans la méthode de ouais, non, c'est pas rien. Après, tu restes dans le cadre d'un orchestrateur. Hein. Je veux dire, tu peux pas pallier les défauts inhérents au pattern. Quoi. Donc, oui, non, mais c'est sûr. Il y a un moment donné, tu es limité dans le nombre de sagas ou la complexité de la saga que tu vas pouvoir faire. C'est que tu es en train d'être un énorme spoff. C'est très. Et de toute façon, le pattern saga, il est faux tant que tu es sur de l'API, quoi. Tu vois. Donc, ouais. Aujourd'hui, la saga, comme je disais, personne n'a tiqué, mais gère du RabbitMQ. Incroyable. Et oui, mais c'est ça que, voilà, j'adore ce que tu as fait, mais c'est un orchestrateur en event sourcing, c'est bien. Mais c'était une demande, hein, c'est parce que ça devait être synchrone. On devait forcément. En fait, il y a en gros l'interface du vieux système, comme je l'explique depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je vous montre que c'est pas de l'API, c'est du full RabbitMQ. Et RabbitMQ asynchrone. Hein. Et du coup, pour l'intégrer dans une saga qui, elle, doit être synchrone, c'est des besoins qu'ils ont demandé, hein, que ce soit synchrone. Donc, qu'ils soient enregistrés, ça marche. Aujourd'hui, ça dure combien de temps, Vincent 10 et 15 secondes, ouais, donc c'est un peu long. C'est quand c'est rapide. Aujourd'hui, ces sagas-là, si je remonte, parce que là, je trouve ça rapidement, tac, sur ACL, salle du système, il y a ce genre de code, en fait, qui donc va pusher des trucs. Bon, là, globalement, c'est un Rabbit template, un truc qu'on voit sur le Rabbit. Et en fait, on va attendre. Un message en retour. Et alors ça, c'est avec une petite moulinette magique de Monsieur Delaporte, tout droit tiré de Raphaël, qui donc, par là, voilà. On fait ce genre de choses magnifiques. En fait, on va en gros foutre dans les headers du message Rabbit un correlation ID, enfin en gros une chaîne, un UID généré. Et en fait, dans les Rabbit listeners, quand on reçoit des messages, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et on va attendre, en fait, ça c'est la méthode qui est appelée, que je vous ai montré de l'autre côté. On va attendre, en fait, que dans cette fameuse magnifique map, une synchronized map, on va attendre qu'on a mis, ouais, c'est bon, je l'ai reçu, pour que le code de la base continue. Donc voilà, donc ça gère quand même du RabbitMQ. Mais c'est pas fait comme ça, c'est pas fait pour ça. Après, des orchestrateurs saga synchrones, ça existe. Le problème, c'est que forcément, l'API n'est plus synchrone. C'est pas un problème, en fait. C'est même ce qu'il faut faire. Hein, en fait, aujourd'hui, si on regarde toutes les confs qui parlent d'orchestrateur saga, d'ailleurs, il y en a une sympa, c'est sur Halo. Le jeu Halo, il y a une conf de la tech de l'époque qui montre qu'ils faisaient une saga, justement, pour jouer à ça. Et en fait, la majorité des sagas, en fait, les best practices, c'est de faire ça synchrone, en fait. Dans tous les cas, ce genre de choses, on sait que le temps qui va être. On ne va pas tenir des temps rapides, des perfs rapidement. On sait très bien que. Donc, on prévoit ça de base asynchrone et après, quitte à que le front réagisse bien, etc. Au moins, on ne sera pas limité. Mais
Et là, bon, c'était le besoin que ce soit full synchrone. C'est pour ça que c'est comme ça. Mais après, ça se gère de façon asynchrone, si on veut, il n'y a pas de souci. Mais il faut que le front, le PO soit au courant de tout ça, quoi. Pour, je sais pas, avoir des états, des trucs en cours, etc. Donc ça, après, c'est des problématiques métiers fonctionnelles. Bon. Par contre, on est d'accord que redévelopper un orchestrateur from scratch adapté à votre contexte a coûté moins cher qu'intégrer leur solution qui n'était pas encore commencée, quoi. Sur un produit sur étagère d'un produit du commerce, quoi. Je pense, donc c'était Zibi, j'avais pas beaucoup regardé, mais il y avait des libres à importer. Les BPMN, il fallait que ce soit nous, comme on la charge de les intégrer dans l'orchestrateur, donc c'est sûr que ça allait pas marcher du premier coup. Donc ça allait sûrement être plus long. Aujourd'hui, l'orchestrateur là, en fait, vraiment, il y a l'aspect, c'est quoi, 30 lignes de code, et il y a le Saga Service, que le moteur, l'autoconfiguration, en tout, il n'y a pas tant de lignes de code que ça pour sortir l'orchestrateur. Donc non, pour moi, c'est beaucoup plus rapide de faire ce genre de choses, potentiellement plus limité. Bah ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Alors les BPMN, donc c'est des... Je ne vais pas les montrer, mais. Bah alors non, justement. Alors les BPMN, donc c'est l'outil de justement. C'était pas ce qui était vendu. Zibi, c'est ça. C'est vendu pour que ce soit un PO. Donc c'est bon, ça a été renommé en Camunda Cloud, mais ils ont juste fait du duo. C'est quoi ça? Donc en fait, il y a un serveur, et ce serveur va prendre des diagrammes comme ça. Il fait des choses comme ça. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est des workflows métiers côté Cetra, ils ont prévu de les faire par les PO. Donc c'est d'autant plus là que en fait, si les PO font pas un truc qui corresponde à l'état des API et du socle de microservices, c'est pas possible, ça peut pas marcher, quoi. Donc rien que ça, en fait, dans tous les cas, on aurait pris encore plus de retard, quoi. Bah justement, ils ne savaient pas à l'époque. Et donc, s'ils veulent le faire, il faut qu'ils apprennent ce genre de choses. Aujourd'hui, les PO n'ont aucune idée de ce qui se passe derrière. Tu vois. Moi, c'est pas le même métier. Bah non, je suis un peu d'accord. Ouais. Comment un PO peut rentrer Mais ouais, ça, le Zibi Modeler. L'appel d'API. Ça s'appelle Camo. Ouais, ce genre de choses. Le legacy, ils connaissent tellement bien qu'ils peuvent le faire. Et après, pour le moderniser, ils ont une idée. Bah oui, mais ils ne sont pas censés savoir. Enfin, en même temps, c'est pas le même métier. Mais donc là, on voit que, voilà, en gros, l'organisation non plus n'était pas faite, pas prête. Voilà, c'est un Zibi, un truc, un modeler, BPN. Ils ont fait des BPMN sur Confluence, parce qu'on leur avait demandé, là-bas, ils leur ont demandé d'en faire. Ils l'ont fait sur Confluence via le plugin Confluence qui permet de faire du Draw.io, quoi. Et donc, on leur a dit, bah non, mais ça marche pas comme ça, en fait. Il nous faut ça. Il nous faut le truc modeler qui se déploie bien dans l'outil, etc., etc. Ah, Denis Brognard arrivé et a fait ah. C'était un peu plus compliqué. Donc oui, globalement, côté fiction, on a dit bah, stop, on arrête. On va pas perdre des heures, des jours et des jours à jouer avec ça. On va le faire, l'orchestrateur. Et puis, après, les Zibi, on avait quand même des clients Java qui ouais. Bien, enfin, il y a un client et tout. Donc, a priori, intégré dans le Java, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ils ont choisi cette solution-là. Moi, je ne la connaissais pas, je ne la connais toujours pas parce que je n'ai pas creusé. Parce qu'il y a des intégrations .NET, parce que Cetra fait du .NET, et des intégrations Java. Il y avait les deux. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Après, l'ACL, tout ça, enfin, tout le vieux système, je ne suis pas sûr que ça allait marcher comme ça. Intégration IAM. Intégration que DM. Incroyable. Donc voilà, ouais, donc c'est voilà à quoi ça ressemble. Voilà. S'il y a d'autres questions. Pas de questions? Vous n'êtes pas en prod encore, ça? C'est une question qui fâche un peu, Seb. Alors, je reformule votre degré de confiance, de la stabilité, du processus fonctionnel. Je ne te parle pas du code ou de l'orchestrateur que j'avais pas en charge. C'est son impact dans le reste du client. Aujourd'hui, le moteur, il a eu très très peu de bugs. Il marche, il tourne depuis un petit bout de temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les appels, il y a plein de cas d'erreur. Le vieux système, la plupart du temps, il ne prend pas nos flux. Voilà, il y a plein de retours d'erreur.
Et aujourd'hui, en fait, la seule façon qui a été prévue d'exploiter ce truc-là, c'est de regarder les logs. Et donc, c'est nous qui sommes en première ligne, puisque c'est notre appli, même quand ça pète chez les autres. Donc, ça, c'est le gros problème, et qu'en fait, l'exploit de ce truc-là n'est pas du tout prévu de leur côté. Ils n'ont pas du tout la mesure. On leur avait alerté depuis le début, mais un orchestreur Saga, ça ne se fait pas comme ça. Il va falloir que vous prévoyez quelque chose pour exploiter. C'est sûr qu'avec cet outil-là, je pense que c'est mieux prévu. Et si on le fait maison, bah voilà, faut que, bah, du coup, ça va être nous qui allons faire ça, mais dès qu'il y a des problèmes, bah, c'est très très dur d'exploiter. On n'a pas prévu de reprise, on n'a pas prévu de. Il y a tout qui est fait pour, hein, les API REST qui tapent le Mongo sont prêtes et tout, mais on ne va pas faire du zèle à ce point-là de vendre un outil de reprise ou je sais pas quoi, alors que c'est pas du tout prévu et qu'à la base, on devait à peine faire de la saga. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on l'a pas vraiment vendu. Ouais. Donc voilà, donc confiant sur l'orchestrateur, oui, mais par contre, l'exploit derrière va être très compliqué, sûrement, car non prévu en fait. Je parle d'expérience et puis Corentin pourra confirmer aussi. Après sur GLD, on a à peu près ce rôle-là aussi entre guillemets, même si c'est pas aussi poussé, mais on est en frontal et tout passe par nous. Donc en fait, tous les problèmes, nous sommes la source de tous les problèmes en fait. C'est exactement ça de notre côté. Ouais, même si après on redispatche et tout, ce qui veut dire que, nous on a prévu ça en fait dans l'exploit parce qu'on fait l'exploitation de la solution pour GLD, mais ouais, c'est pas bénin du tout. Hein. Ah bah ouais, non, mais on est conscient parce que déjà dans la recette là, pour préparer la pré-prod, tout ça, c'est nous qui sommes en direct. Hein. On est toujours les premiers à faire le support niveau 2 déjà quoi. Comme ça. Hein. Mais bon, il y a pire encore sur FG. Il y a un autre problème encore, on est pareil, c'est nous qui avons tous les logs et les autres ils n'ont rien. On les appelle, ils n'ont pas de log, donc forcément c'est passé par nous quoi. On doit mettre en debug notre appli pour voir ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils nous renvoient. Donc voilà, il y a un problème plus global côté Cetra sur ce genre de choses. Ouais, ils n'exploitent pas les logs. En fait, il faut bien comprendre que cette problématique de saga, de microservices, parfois il faudrait faire un midi-texte sur les microservices, n'est-ce pas Sébastien? Mais avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Mais sur les microservices, ça reste surtout un pattern qui impose d'avoir une rigueur extrême sur tout ce qui est monitoring, log, événementiel, etc., etc. Parce que une fois que c'est en prod, c'est compliqué. Donc si on ne prévoit pas ça en amont, et ce n'est pas prévu en amont, hein, clairement, côté CETRA, ils n'ont pas la mesure de tout ça, c'est compliqué, et là aujourd'hui, ça va être nous qui vont prendre ça. Mais... Voilà. Ce que vous pouvez rajouter vite fait, c'est à partir de la conf que tu lis au démarrage de ton appli Spring Boot, tu pourrais générer un fichier .uml et te générer le diagramme de tes workflows, enfin de tes sagas. Ouais, alors ça, c'était presque fait. C'est pas en plan UML, mais déjà, il y a un truc. Il y a un truc qui est lisible. Je vais vous montrer ça rapidement. Ah oui, c'était. Je vais pas osé poser la question parce que je me suis dit, la cerise sur le gâteau, est-ce que tu génères les graphes? C'est bon. Non, c'est compliqué. J'ai pas eu le temps, mais c'est. En fait, c'est très simple. En fait, déjà au démarrage, en fait, on a ça. Je sais pas, c'est trop gros. C'est un peu gros. On va attendre un peu. Je vais déjà enlever le mode machin. On va ça déjà. Là, il y a les bindings. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà. Ah, je l'avais. Où? Là. Ça va bien se passer. Shift molette. Oh, t'es tellement fort, rien. Incroyable. Ah oui, voilà, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ça va se trouver. Non, c'est dans le test, en fait. Ça va bien se passer. Tu cliques, là. Hop. Shift molette. C'est incroyable, ça, Shift molette. Shift. Mais ça passe pas les lignes. Bon, on l'avait normalement joliment. Ah oui, alors, je sais pas pourquoi ça passe pas les lignes. Les logs, ouais, il manque un passage de ligne, mais normalement, on a un beau log qui met bien les trucs. On voit toutes les étapes, c'est indenté, tout ça. Là, on le voit pas, mais d'habitude, c'est joli. Alors, il est là, en fait, on voit toutes les étapes,
Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas le passage de ligne. Bon, c'est peut-être un changement de logback. Quoi? Ah non, c'est pas ça. Hein. Ça, Non, on les passe vraiment les lignes. Là, ça va être compliqué à lire, mais oui, normalement, on passe bien les lignes. Voilà. On a quand même ça au démarrage du serveur. Et que ça, bah oui, voilà, ça ne coûterait plus rien de le faire. Oui, non, on a déjà ça. Ça, c'est juste notre logger qui est pourri. Mais oui, non, le plan HTML est. Oui. Oui, non, mais c'est pour ça. Ouais. Alors aujourd'hui, juste en termes de test, c'est testable sans souci. On a fait des tests. Alors ça, c'est le truc. Je crois qu'on va avoir des trucs disabled. Mais bon. Ouais, non, mais c'est autre chose. C'était testable à une époque sans souci. Le problème, c'est que la selle n'a pas de test. Mais bon, pour tester ça, on a fait des. Non, c'est pas ça. Bon, bref, c'est testable. Vous me croyez sur parole. C'est plus simple que de chercher encore dans le code. Ouais, on commence à avoir faim, mais ouais, c'est testable sans souci. Vu que ça fait appel à Spring, en fait, il n'y a pas trop de soucis. On peut moquer, et puis voilà. Ça marche très bien avec Mockbean. Ça va chercher le mock sans souci. Donc, c'est testable. Voilà. Après, on n'a pas poussé tous les tests d'après de toutes les sagas, savoir. Comment ça, tu connais? On reconnaît déjà Jean-François qui s'excuse du fait que ça ne marchera pas, c'est beau. C'est ça. Et confiance. Ça marche. En plus, Oui, si ça marche très bien. Je suis confiant. Ouais. Ça sera pour l'année prochaine. Ok, pire s'il y a des bugs, ça se corrige, c'est pas grave. C'est ça. Si c'était censé corriger tout tes wins et la cohérence qu'il y a dedans, ce serait beau, hein, mais... Ouais. Et voilà. Ça pour tester. Mais de toute façon, ils ont foi dans tes wins. Hein. Tes wins est la source de vérité. Donc, au pire, on repeuple LG, c'est bon. C'est reparti. Du coup, c'est bon. Pas d'autres points. Des questions? Des pizzas? Ouais. Ok. Non, mais bravo, c'est rapidement fait, en fait. Hein. J'aurais pas cru qu'un truc puisse faire le job à ce point-là. Ok. On va arrêter l'enregistrement. Eh bien, merci. Bon appétit. Merci.